On s'envoie des emails ou on s'envoie des petits messages sur Facebook. Donc le numérique, cette mutation. Simplement avec un peu de pédagogie. L'informatique, c'est quelque chose d'extrêmement multiforme. Bonjour Raphaël Tayeb. Bonjour. Vous êtes cofondateur avec Émilie Blanchard de livrescolaire.fr. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise et pourquoi l'avoir créée en 2009? Le livrescolaire.fr, c'est une nouvelle façon de voir le manuel scolaire. C'est une idée qui est venue il y a 6 ans, qui est venue d'une communauté de professeurs qui avaient envie de reprendre la main sur le manuel scolaire et de créer le manuel dont ils avaient envie et dont ils avaient besoin pour leurs élèves, en le créant à plusieurs, dans un esprit de collaboration, collaboratif, et puis en utilisant tout le potentiel que permet le numérique pour dynamiser et rendre les apprentissages interactifs avec leurs élèves. Donc c'est un projet qui vient de cette double envie d'innover, de partager, et un troisième pilier très important, de le rendre accessible sur Internet et de partager ça au plus grand nombre. D'où aujourd'hui le modèle qui propose des contenus gratuitement accessibles sur Internet. Enfin, vouloir créer un nouveau manuel scolaire, ça signifiait certainement que les manuels scolaires qui existaient à l'époque ne les satisfaisaient pas. Oui, exactement. Donc l'envie est venue de là. Et c'est pour ça que tous ces professeurs se sont réunis et ont décidé de créer leur propre manuel. Et on a ajouté à cette collaboration de à l'époque 150 professeurs, qui sont aujourd'hui 1500, une couche d'organisation, de process éditoriaux, etc. Donc on est là juste pour mettre les choses en musique et faire en sorte que le contenu soit publiable au format papier, au format numérique. Mais la création vient de cette communauté de professeurs. En d'autres termes, le livre scolaire, livrescolaire.fr, c'est un facilitateur d'expression d'enseignants. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors nous, on se voit vraiment comme la surcouche éditoriale qui vient apporter toute la complexité, par exemple, de mise en page pour un bouquin papier, d'iconographie. Quand vous créez des manuels d'histoire géo, vous avez plus de 500 photos dans un manuel, il faut pouvoir acheter les droits sur ces photos, etc. Donc nous, on est là en tant que facilitateur, effectivement, de ce point de vue-là, pour aider une communauté d'enseignants à créer les ressources dont ils ont envie et dont ils ont besoin. Alors au départ, le modèle économique, si je comprends bien, c'était de faire en sorte de proposer du numérique gratuit et du papier qui permettait de financer le numérique gratuit. Oui, tout à fait. Donc on vend depuis 2009 des livres au format papier qui sont aujourd'hui utilisés dans à peu près 1000 collèges en France. Il faut savoir que sur certains titres, à peu près 7% des livres d'histoire-géographie vendus sont des livres du livrescolaire.fr au collège. Donc c'est aujourd'hui des livres qui sont très largement utilisés en France. Et le modèle a effectivement été pendant de nombreuses années, et aujourd'hui encore en partie, de financer tous les développements numériques, parce que tout le monde sait que le numérique a aussi un coût, un investissement. Quand le site du livre scolaire, c'est des gens derrière qui travaillent, du design, du code, on a parlé de l'iconographie sur le côté plus éditorial, et tout ça effectivement ça a un coût, et ça a été pendant très longtemps financé par la vente du papier. Et aujourd'hui, on est en train de faire évoluer ce modèle, toujours en vendant la version papier, parce qu'on n'est pas en croisade contre le papier, on ne pense pas que le papier a vocation à disparaître. Donc on continue de vendre des exemplaires papier et on augmente toute la partie numérique avec un certain nombre de services, des services à vocation pédagogique pour aider les professeurs, aider les élèves, qui sont donc des services qui sont vendus aux établissements scolaires ou aux collectivités et qui viennent enrichir les contenus. L'idée étant toujours que le contenu lui-même reste gratuit. Alors, je reviens à ces auteurs. Vous dites que ce sont des collègues, des enseignants qui pratiquent et qui écrivent donc des contenus, essentiellement, de ces manuels scolaires, et qui sont, dans le fond, très certainement bénévolement. Pas tous. Vous avez une grande partie de contributeurs qui sont rémunérés en droits d'auteur, comme dans n'importe quelle maison d'édition. On envoie des droits d'auteur à plusieurs centaines de personnes chaque année. Donc ce sont ce qu'on appelle les auteurs, c'est-à-dire les gens qui créent le contenu, qui l'écrivent. Et puis vous avez autour de ces auteurs une communauté de co-auteurs qui eux sont là pour enrichir et puis apporter leur critique constructive, leur regard de terrain sur est-ce que cette séquence conviendrait à mes élèves ou pas, comment est-ce que vous pouvez l'ajuster, l'affiner en tant qu'auteur. Donc c'est des contributions qui, elles, sont effectivement bénévoles, mais de la même façon que vous avez
énormément de gens qui contribuent à Wikipédia ou à d'autres projets open source, puisqu'il faut savoir que nos contenus sont open source, sans demander de rémunération en retour. L'équilibre du modèle, c'est de dire à tous ces gens, vous contribuez à un projet qui est ensuite gratuit sur Internet et donc qui va profiter non seulement à vos élèves, mais à tous les élèves de France et de Navarre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 000 élèves et 40 000 professeurs qui utilisent d'une façon ou d'une autre les outils du livre scolaire. Donc c'est un projet qui a une dimension philanthropique. Dimension philanthropique dont la cible au départ, c'était quand même le collège. Oui, effectivement, on est parti du collège parce que Émilie, dont on a parlé tout à l'heure, professeure d'histoire-géo, était au collège, avait beaucoup de professeurs de collège autour d'elle. Mais c'est un projet qui évolue. Aujourd'hui, on lance un nouveau site qui est plus orienté révision scolaire qui s'appelle After Class et qui va jusqu'au bac, jusqu'aux révisions du bac qui sont en train de toucher à leur fin en ce moment même. Donc c'est un projet qui a vocation à évoluer, qui est parti du collège, mais qui a beaucoup d'ambition. Le livre scolaire, c'est du manuel, ouais, mais c'est aussi du service. Alors si j'ai bien compris, vous vendez aussi ce service aux établissements scolaires, voire aux collectivités territoriales. En quoi ça consiste? C'est différents types de services. L'idée étant, la conviction qui est derrière, c'est que le contenu pédagogique est nécessaire, mais n'est plus suffisant pour apporter de la valeur ajoutée aux utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nécessaire, ça veut dire qu'il faut du contenu. Il faut du contenu de qualité. Et ça, c'est une de nos priorités et une de nos expertises sur lesquelles on capitalise beaucoup. Mais ça ne suffit plus d'avoir du contenu. Aujourd'hui, les gens, les professeurs, les élèves ont du contenu, ont beaucoup de contenu accessible, ont toujours besoin de contenu de qualité, mais sont très exigeants envers les éditeurs et envers des gens comme nous de proposer, en plus de ces contenus, des services pour venir enrichir l'expérience. Puisque voilà, une étude de cas sur la bataille de Verdun, comme on l'imaginait il y a 15 ans ou il y a 20 ans, quand le numérique n'existait quasiment pas à part les CD-ROM qu'on pouvait trouver ici et là, c'est plus possible en 2015. En 2015, il faut proposer de l'interactivité, il faut proposer donc dans le contenu, c'est-à-dire bien sûr médias, vidéos, etc. Mais c'est aussi dans la possibilité de s'évaluer, de savoir où est-ce qu'on en est dans ses apprentissages, de pouvoir faire des exercices, d'avoir un feedback sur ces exercices, est-ce que j'ai progressé ou pas. Pour les professeurs, pouvoir personnaliser leur manuel, ajouter des séquences dans leurs cours. Tous ces services d'évaluation pour les élèves, savoir pouvoir à partir du manuel, des contenus du manuel, évaluer ses élèves et savoir où ils en sont dans l'apprentissage, dans la progression sur le socle commun, etc. Donc tous ces services-là viennent augmenter le contenu pour créer une vraie expérience interactive. Donc on a un manuel augmenté. C'est un manuel augmenté, un manuel connecté, c'est le manuel du 21e siècle. On pense qu'on est en train, au livrescolaire.fr, de préfigurer ce que seront tous les manuels dans 10 ou 15 ans. Class, quiet please. Welcome back. I hope your holidays were wonderful. My name is Miss Jones. I will be your teacher this. Revenons au collège. Les disciplines que vous proposez sont toutes les disciplines du collège? Alors au collège, on est parti de 4 disciplines, français, histoire, géographie, éducation civique, mathématiques, anglais. Et on est en train, comme je vous le disais, de prolonger sur le lycée et même sur le collège, d'élargir aux disciplines qui nous manquaient jusqu'à présent, c'est-à-dire notamment les sciences, physique, chimie, sciences naturelles, SVT, la technologie, d'élargir les langues vivantes vers l'espagnol, etc. Donc c'est des projets qu'on est en train de lancer, qui se matérialisent déjà dès maintenant sur afterclass.fr où vous avez de la philo, de la SVT, de la physique chimie, de la SES en terminale filière ES. Donc voilà. Alors ces services que vous proposez donc sont des services qui sont bien évidemment payants. Mm-hmm. Et quels sont les prix que vous demandez aux établissements scolaires ou aux collectivités pour ces... C'est un système d'abonnement, oui. Un système d'abonnement qu'on a voulu le plus accessible possible, puisque vous savez que quand on parle de manuel numérique aux établissements scolaires ou aux professeurs, on entend souvent deux choses. La première, c'est que ça ne marche pas ou que ce n'est pas assez interactif, et la deuxième, c'est que c'est trop cher. Donc le côté interactif, on essaye, je pense... en tout cas avec beaucoup de bonne volonté de faire tomber cette barrière et de rendre le manuel vraiment interactif, et je pense qu'on y arrive. Et le deuxième aspect, sur l'aspect financier, on a mis en place un modèle très abordable où l'abonnement revient à peu près à 1 € par élève
là où sur le marché, on trouvera en général des abonnements à 5 € par élève pour des manuels numériques. Donc on est à peu près 5 fois moins cher que ce qui se fait ailleurs. L'idée étant que le service numérique notre conviction, c'est qu'on ne peut plus justifier des prix aussi élevés sur le numérique parce que le coût marginal de vente sur le numérique est quasiment nul. Donc il faut rendre le numérique accessible. Si ce n'est pas nous qui le faisons, il y en a d'autres qui le feront à notre place. C'est ce qui se passe dans plein d'autres secteurs. Et on est convaincu que la dimension numérique, la couche de service doit être abordable et non pas vendue à des prix inaccessibles. Les nouveaux programmes qui viennent de sortir ou qui sont en train de sortir pour le collège vont amener la rédaction de nouveaux manuels scolaires. Bien entendu. Vous y travaillez déjà ? Bien entendu. Vous savez que la route est longue pour faire un manuel. C'est un processus qui prend entre 9 mois et 1 an. Donc bien entendu, on est déjà au travail, la communauté est déjà mobilisée et on a de nouveaux projets très, très, très ambitieux, à la fois sur le contenu, comme toujours, sur le contenu et sur l'interactivité, donc sur les services. L'idée étant d'aller encore plus loin que ce que l'on a fait jusqu'à présent et de pousser l'innovation un cran au-dessus encore en termes de manuels scolaires. Donc notre projet, notre ambition, c'est vraiment de moderniser le manuel scolaire et d'imaginer le manuel du futur. Quelle est la réaction des élèves, je pense aux élèves de terminale qui sont en train de passer le baccalauréat, à l'expérience que vous avez lancée avec Afterclass ? Alors Afterclass, on l'a lancé justement comme un prolongement du manuel scolaire, c'est-à-dire l'idée que le manuel est une forme de contenu et une forme de service en numérique qui aide à la fois les professeurs et les élèves dans leur expérience pédagogique. Afterclass est venu compléter ça avec une logique beaucoup plus orientée élève, beaucoup plus orientée révision scolaire et donc bien entendu révision du bac, révision du brevet notamment, même si on est en train de l'étendre à tous les niveaux et toutes les disciplines. Donc là-dessus, on propose des contenus beaucoup plus condensés, beaucoup plus appropriés à des révisions pour le bac ou pour le brevet, et tout un système d'exercices interactifs avec une énorme quantité d'exercices. Je crois qu'on est à plus de 15 000 exercices sur seulement 20 ou 30 matières au total, enfin 20 modules on va dire, sur la terminale et le brevet, donc c'est énorme. Et ce sont des exercices qui vont s'adapter au niveau de l'élève en fonction de ses résultats. Donc là aussi, on a une couche de service. Typiquement, c'est de rendre ces contenus intelligents et de faire en sorte qu'un élève fort sur le théorème de Thalès, très rapidement, il va avoir des questions plus compliquées, alors qu'un élève qui bloque sur des fondamentaux va avoir des exercices plus faciles pour progresser petit à petit. Et la réaction des élèves face à ça, elle est super positive. On a lancé Afterclass il y a à peu près 3 mois. Et on a vu l'audience se démultiplier, notamment ces dernières semaines avec l'approche du bac. On n'a pas les chiffres définitifs, mais on va probablement avoir 15% des bacheliers de France qui auront révisé sur Afterclass, un site qui a 3 mois d'existence. Donc ça laisse imaginer le potentiel sur les années à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a validé le fait que ce site-là, cet outil, correspondait à ce que voulaient les élèves, puisque sinon l'audience n'aurait pas grimpé aussi vite, et on reçoit tous les jours des mots de remerciement pour avoir lancé ce site qu'on transfère immédiatement aux 1500 professeurs qui ont contribué, parce que la vérité c'est que c'est eux qui sont à la base de ce projet, donc les remerciements sont pour eux. Donc intelligence collective. Intelligence collective. Donc interactivité. Absolument. Donc collaboration. Ouais. C'est ça l'éducation nationale du futur ? Bien sûr, mais c'est déjà celle du présent et dans une grande partie déjà celle des années passées, puisque les professeurs n'ont pas attendu le numérique pour collaborer entre eux. L'esprit de collaboration et de partage est quelque chose de très fort chez les professeurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est catalyser ça et cette énergie collaborative qui prend forme dans plein d'autres projets, de l'appliquer à un projet d'édition de manuels scolaires interactifs. Donc oui, clairement, l'éducation nationale, l'éducation de demain est une éducation collaborative entre professeurs, mais aussi entre élèves. Et d'ailleurs, on le voit dans les programmes, dans les nouveaux programmes du collège, cette notion d'apprentissage par projet, en groupe, est très forte. Et je pense entre pairs, et je pense que c'est une tendance lourde, une tendance de fond qui touche l'éducation, mais aussi l'apprentissage tout au long de la vie. On est dans des logiques où on apprend, comme vous dites, entre pairs, on apprend en groupe, où on s'aide, où on s'entraide, où on co-construit. Je pense que ça, c'est quelque chose, quelque chose de fond. On parle beaucoup de l'économie collaborative. Si on prend encore un peu plus de recul, on voit qu'il y a vraiment une tendance de fond
sur les logiques de communauté. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous en prie, merci à vous.